YCP, the Young Chinese Professional Association. Merci Charles. Bonjour à tous, bon après-midi, bienvenue à la table ronde sur l'entrepreneuriat asiatique, présentée par le marché Asia-Asie en collaboration avec le YCPA. Good afternoon everyone. Thank you for being present and welcome to the speaker panel on Asian entrepreneurship offered by Asia-Asie Market in collaboration with the YCPA. So let me introduce myself. My name is Timothy and I'll be your host this afternoon. I am a board member of the Young Chinese Professional Association. It is an association that aims to provide projects and networking opportunities to our members to unite, empower, and propel young entrepreneurs and young professionals. Speaking of entrepreneurship, we have a fantastic cast of entrepreneurs here today. They all come from different domains, different paths, different journeys, but all united in the desire and mission to inspire the next generation of entrepreneurs. Donc le thème de cet après-midi à la table ronde, c'est repousser ses limites, overcoming your limits. Overcoming your limits is not just personal journeys, also overcoming external challenges. Et, alors sans plus tarder, je vais laisser vous introduire rapidement, en commençant par toi, Lizzie. Bonjour tout le monde, très content d'être ici aujourd'hui avec vous. Je m'appelle Lizzie, je suis cofondatrice de Galia, la plus grande galerie d'art en ligne au Canada. On se spécialise dans tout ce qui est exposition aux entreprises, donc on sort vraiment l'art chez les studios d'artistes et on place des œuvres au sein d'hôtels, bureaux d'affaires, cafés, restaurants, féminines. Donc on standardise vraiment dans l'innovation les processus d'exposition en art visuel. Moi je viens d'un parcours, en fait j'ai un bac en psychologie, puis de là je suis artiste également et j'ai trouvé qu'en essayant de poursuivre ma carrière d'artiste, c'était vraiment difficile de trouver des opportunités pour exposer mon art. Et c'est à ce moment-là que l'idée d'une plateforme en fait pour diffuser l'art, mais aussi également permettre de faciliter tout ce processus est venu et ça fait 6 ans qu'on existe. Aujourd'hui, avec plus de 10 000 artistes sur la plateforme, plus d'une cinquantaine de lieux d'exposition au sein de Montréal et partout au Canada. Et voilà, mis à part ça, je suis très engagée aussi dans le monde culturel. Donc, je suis sur le comité de la langue française de Montréal. Et je suis également présidente du CA de l'OBNL Artea qui aide les artistes de groupes sous-représentés via des formations en fait en nature, en occupation et des résidences artistiques. Désolée, c'était une longue introduction. Est-ce qu'on m'entend? On aime ça les longues introductions. Alors, we'll go on with Michael. Please introduce yourself. Oui, enchanté. Moi, c'est Michael Ho. Petite introduction, je suis chef de base et aussi entrepreneur. J'ouvre un restaurant bientôt qui s'appelle Nama Omakase. Je suis le chef exécutif du restaurant. Je suis aussi le chef exécutif d'un groupe qui s'appelle It's Better Being, une compagnie de bien-être. On a des experts autour de Montréal qui donnent des expériences sur le bien-être. Voilà. Merci Michael. On va enchaîner avec Caroline. Bonjour, moi c'est Caroline Femme. Je suis joaillière à Montréal et j'ai une marque qui s'appelle Horacé. C'est une marque qui a existé depuis 9 ans. Je viens de me rendre compte que je le dis en français, j'étais censée dire ça en anglais. Je suis autodidacte, en fait, dans ma pratique. Je suis surtout connue pour mon travail plutôt expérimental avec la joaillerie organique et texturée, avec une technique qui s'appelle le Lost Wax Technique, ou en français la cire perdue. Je fabrique mes pièces à l'atelier, par moi-même en général, à Montréal. Tout est fait sur mesure en général. J'ai eu l'opportunité de vendre mes pièces quand même à travers le Nord d'Amérique et au Japon dans le passé.
Mais aujourd'hui, je veux dire dans des boutiques particulièrement, mais aujourd'hui, je focus particulièrement dans mon travail en ligne et directement de ma boutique dans mon atelier dans le Maryland. Donc, si vous voulez venir me voir en personne, c'est une bonne manière de venir découvrir mon travail. Voilà. Caroline, je vais t'inviter à passer le micro à Tiffany. Hi, my name is Tiffany. I am a full-time Montreal lifestyle content creator and a full-time cat mom. My main platforms are Instagram, TikTok, and YouTube in that order. I have been doing content creation for 5 years now, and I consider myself very lucky to be doing this full-time and to have complete creative control of my content. I am not only an active promoter for wellness and mental health, but I am a huge advocate and member for the LGBTQIA+ community. Round of applause. So Tiffany, we've been extremely excited to have you on the panel, and because it's very rare to have the chance to speak with a person of our community who also is in content creation. Being a content creator, you probably faced a lot of scrutiny as you decided to grow your brand. And once you reach a critical mass and you're in the public eye, I think even more so now. While trying to build your brand and to grow your following, were there challenges you faced mostly from external sources or also internally? I would say it's a mix of both internal and external challenges. Internally, I would say maintaining a consistent posting schedule while delivering high quality content for all the platforms. I think that requires a lot of self-discipline and time management, which was really hard at the beginning because I'm still studying. I'm still a student, so it was hard to manage content creation, which is a full-time job in of itself, and being a full-time student at the same time. As well as staying true to my vision and my values, not succumbing to trends. What might work for someone might not necessarily work for you. And if you pair that with self-doubt and imposter syndrome, which unfortunately a lot of women in entrepreneurship deal with, more than men, I would say. And it's not to say I don't experience those things. Today I do, but I think with anything, with time and experience, you kind of gain more self-confidence. And getting the opportunity to speak on a panel like this one, it really validates all your hard work. Transitioning from a structured, like academic environment to the unpredictable world of a creative environment, I think that's a big one as well. And I think everyone on this panel can relate to this last point, but the unconscious guilt of following a path that your immigrant parents didn't really necessarily think you would be following. And externally, I think just adapting to the ever-changing algorithm on any of the social platforms. They're always changing, and you just need to navigate through those changes. Juggling multiple platforms, that's a huge one. And recently I started to share more of my Chinese heritage online, and I actually received a lot of backlash, a lot of xenophobic comments, a lot of racist comments, because I think a lot, especially the Western world, we still have a lot of discrimination towards the East. And then a big one for content creators, the parasocial relationships. Since I put so much of my life online, the line kind of gets blurred, and oftentimes it does get crossed, and people feel very entitled to let me know their opinions, and they feel as though they know me more than I know myself. And I feel like navigating these diverse obstacles was crucial to my journey. It highlights the multifaceted
nature of building a personal brand in today's digital landscape. Thank you so much. Thank you so much, Stephanie. And so we understand that content creation really is a full-time job where you always have to worry about all these different elements, and that there is a genuine creative process involved, right? In the same line of thought, Lindsay, toi, tu es cofondatrice d'une galerie d'art, premièrement, et c'est une galerie d'art en ligne. Juste avec la nature de ce que tu fais, est-ce que tu as déjà éprouvé des objections venant de ta communauté sur le fait que ton champ de travail est considéré non traditionnel ou c'est pas stéréotypiquement asiatique? C'est super intéressant comme question. En fait, je pense qu'effectivement, comme on a mentionné, c'est principalement les parents, je pense, l'obstacle principal, parce que de leur côté, comme ils ont travaillé tellement fort pour faire en sorte qu'on puisse avoir un parcours qui soit linéaire, qui soit sécuritaire, avec beaucoup de constance. Le monde académique, mes deux parents sont des académiques, donc mon père qui est prof à Polytechnique et ma mère qui est éducatrice à l'enfance en Chine. Et des deux côtés, leur rêve pour moi, c'était de devenir professeur à l'université. Et donc, le fait que, premièrement, j'ai choisi d'aller en psychologie, c'était une surprise, mais c'était accepté à un moment. Mais après ça, je suis venue, mais je m'en vais en art, en culture et en entrepreneuriat. Et ça a été un gros choc. Et pendant des années, ils ont comme, elle fait ces trucs, mais ils s'inquiétaient. Mais je pense aujourd'hui, c'est le fait que j'étais tellement sûre que c'est ce que je devais faire parce que j'ai essayé. Je suis allée étudier en art visuel aussi pour voir si je peux avancer plus ma carrière d'artiste. J'ai réalisé que c'était pas suffisant pour moi. Après mes études en psychologie, je ne me voyais pas travailler en psychologie nécessairement tout de suite. Et c'est un mélange de tout ça qui m'a mené à faire des projets qui m'ont mené à Galia. Donc, au travers de tout ça, ça a été toute une aventure au courant d'eux où je me suis rendu compte que le fait de pouvoir apprendre en faisant, le fait de pouvoir vivre à chaque jour des aventures en fait et trouver des solutions, c'était vraiment ce qui me stimulait, c'était vraiment ce qui allait avec ma personnalité. Mais j'ai aussi également avec mon bagage, avec mon éducation au niveau de mes parents, cette discipline de pouvoir faire les choses de façon établie. Donc, oui, du backlash, comme on dit, mais il a fallu que je me prouve au fur et à mesure que je sois constante dans ce que je veux faire et ça a fonctionné aujourd'hui. Je pense que mes parents me comprennent beaucoup mieux que ce que je voulais accomplir. Et en fait, ce que je suis en train de faire, puis ça, je me suis rendu compte au courant de mon parcours, ce que je suis en train de faire, c'est d'utiliser justement cette opportunité que mes parents m'ont donnée pour aller au-delà du plus grand potentiel. Le gros risque que je prends au niveau carrière, ces risques-là ne sont rien par rapport aux risques qu'ils ont pris de changer de pays, de développer une famille sans réseau de soutien. Là, je suis arrivée ici à 6 ans, donc j'ai eu le temps d'apprendre la langue. J'ai eu le temps aussi de me faire mon réseau, d'avoir mes amis, d'être vraiment intégrée. Et ça, c'est une chance qui me donnait ce palier-là. Et ça, c'est grâce à mes parents, en fait, pour me propulser plus loin, pour aller justement chercher qu'est-ce qui est non imaginable comme carrière. Donc ça, c'est principalement du côté de la famille. Ensuite, du côté plus des amis aussi, même si ce sont des amis québécois, des amis montréalais et tout, c'est des gens qui, en fait, l'entrepreneuriat en tant que tel est un métier qui est très inconstant, à risque, beaucoup c'est pas un parcours droit en fait. Mais c'est vraiment, je pense, dans n'importe quelle industrie, ça c'est quelque chose que je crois vraiment dans n'importe quelle industrie. Tu peux faire mieux, tu peux faire de ton mieux, puis tu peux aussi innover dans ces industries-là, puis faire les choses à ta façon. Puis pour moi, c'était super important
d'avoir justement d'amener à mon entreprise cette version en culture de jonction de mes différentes mes différentes études, mes différentes compétences. Donc, d'un artiste, moi j'ai travaillé beaucoup en vente aussi, le côté entrepreneur, le côté business, je suis allée au HEC, le côté psychologie aussi. Donc, tout ce c'était vraiment de trouver un sens à ma vie en fait. Qu'est-ce qui est au-delà de moi, qui me motiverait à long terme, et c'était d'aider les gens à fournir des outils pour pouvoir réunir et travailler sur l'actualisation de soi en psychologie. Donc, d'être capable de pouvoir se former sa propre identité au travers des outils militaires qui nous réunissent au lieu de nous diviser. Donc, c'est vraiment mon parcours. Puis aujourd'hui, je suis contente, je vais avoir 30 ans bientôt. Et ça va faire sinon, j'ai commencé à 23 ans l'entrepreneuriat. Puis là, en arrivant en tournant, je me dis, écoute, il y a des choses que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas accomplies sur ma liste de quand je m'imaginais avoir 30 ans. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont au-delà de ce que je peux imaginer. Donc, voilà. Alors, ce que j'entends par là, c'est que, de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que l'entrepreneuriat, ça requiert beaucoup de persévérance, de croyance en soi, dans sa marque, dans son entreprise, dans soi-même, pour justement affronter les challenges d'une industrie qui est en constante évolution. Donc, pour immédiatement enchaîner avec toi, Michael, you're in the food industry, where the food scene in Montreal is so diverse. There's so many incredible restaurants popping up all the time. And as an entrepreneur, you are both founder and executive chef of a restaurant, and you also co-founded a wellness business that uses food to tell a story. How can Asian entrepreneurs stay true to the Asian heritage in their business while also addressing this ever-changing requirements in the marketplace? Like you say, je le fais en français. Comme dit, en fait, c'est très compliqué dans le domaine de la cuisine de montrer ses héritages, tout en restant montréalais, en fait. C'est de justement pousser ses limites, être capable de rester soi-même, montrer à tout le monde qu'est-ce qu'on a appris depuis qu'on est jeune, qu'est-ce qu'il peut devenir ici. Souvent, on se trompe et on va trop loin aussi. On va trop loin, on veut essayer de faire de la fusion. Comme moi, je suis très cuisine française, mais je reste quand même très vrai à moi-même. C'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir un restaurant japonais avec influence française. Et pas juste ça non plus, on engage plusieurs diversités, avoir des chefs coréens, des chefs japonais, chinois, vietnamiens. Puis chacun a sa touche qu'on a pu apprendre depuis un jeune âge. J'ai été très chanceux. Moi, en fait, ma mère est chef aussi. Alors j'ai pu manger d'un jeune âge de la bonne bouffe asiatique. Et c'est resté dans mon corps. Ma palette est très développée pour pouvoir justement être dans ce domaine et ramener ses saveurs à une clientèle. Je dirais que je reste à moi-même, tout en voulant changer la game à Montréal et montrer à une clientèle qu'est-ce qu'on peut devenir et qu'est-ce qui peut être fait. Puis du côté pour Better Being, comment tu gères l'aspect de bien-être? Parce que le bien-être peut être différent pour chacun. Comment est-ce que toi, tu amènes ta touche et le reste de ton équipe en termes de bien-être? Better Being, en fait, c'est une fondation qu'on a fondée en 2019. On a commencé très bas. On était juste un chef, Chichi, le founder, et une nutritionniste. On était vraiment dans la nourriture, la nutrition. On voulait montrer aux gens que manger, il fallait savoir comment manger bien. Et tranquillement, on a changé cet aspect-là, qu'on peut manger comme on veut, tout en connaissant c'est quoi les bonnes saveurs pour pouvoir avancer dans cette nutrition. Better Being a très changé depuis là. On est devenu une compagnie que maintenant on a des profs de yoga, on a des profs de neurosciences,
des coachs en PML. Tout ça en rapport avec le bien-être. Bien-être, c'est autant mental que physique. Moi, dans la compagnie, je suis le chef exécutif. On fait des cours, des ateliers, des cuisines. Comme récemment, cette semaine, j'ai été invité à Celle de Montréal pour justement faire un cours de cuisine. On est partner up avec des professeurs de neurodiversité pour justement donner un cours de lasagne en lien avec la neurodiversité. Merci beaucoup, Michael. So, Caroline, you created and founded your own jewelry brand, Horace. The pieces you make rely heavily on hand craftsmanship and are also so technical, right? And most are made to order. And other than your main collection, you do an annual batch of one-of-a-kind releases, right? With that kind of business model, where you always have to be creative, what does success mean to you as an entrepreneur? And then what is an advice you would give to other young entrepreneurs who want to make a living in the creative arts? I'm going to do it in English this time. It threw me off earlier. I think that when it comes to success in the creative field, I think there's a lot of misconstruction on what, you know, success is through either like exposure and fame and what would success be in terms of an actual successful business. In my perspective, I've seen so many amazing designers doing amazing work and just like rise to a sort of fame and crash and burn out so quickly and even go into debt, in a sense that I have almost looked at that as a cautionary tale for me to take things easily and not go too quickly with my journey. I've always been very careful about what I was bringing into the world, and I was constantly asking myself, why am I doing this, and finding a way to really love my work more than having just a direct need to be, you know, famous or whatever it is that you find in the media as being what is success, especially in the creative field. So for me, I feel like success comes in multiple different factions, and I kind of separate them in a way. For me, first of all, the first success you should strive for is to create a brand that has a unique voice. You have your own aesthetic and people relate to it. You're able to evolve in it and attract people and come with you through your journey. That is already a success into itself if you're able to create that and create a good product or whatever it is that you're showcasing or selling. But that success can't stand on its own. You need to find a way also to be financially stable. Like, that is the hardest thing about being a creative business. You focus so much on the creative, but how do you make money and make it a full-time practice? I think this is where a lot of people are having a hard time, but you know, truly finding a way to find your niche clientele that will follow you over time, and that clientele will be supporting you financially. I think to any medium that you're going to be using, you'll be searching, and there'll be a challenge to find it. But ideally, this is what you want. You know, so financial stability is success number 2. Thirdly, I think that a great thing to consider when you have a business and to be successful in it is to consider your values. I think that for myself, sustainability and slow consumption in the fashion industry, for example, is key to representing what I think is the right way to go in the industry that we find ourselves in, where there's overconsumption left and right. And we really have to reconsider how we want to sell goods and consume them. So as a designer, you're kind of responsible for these kinds of
ways you're presenting yourself in the world and present your work. So, the reason why I make everything made to order and, create small batches of production, make a lot of one-of-a-kind pieces. I'm hoping for people to be able to cherish their work, that my work and the pieces they buy on a long-term basis. And that also helps me with my financial, support in terms of like the more people cherish the work, their pieces that they buy from me, the less likely they'll be to want to throw away and just like buy something else. So it all kind of like encompasses together. And then lastly, I would say that like the last success, I think that is important to think about, because even if you get all these 3 first ones, the last one is the work-life balance. How do you find a way to be successful but have an actual life? Because most of the time, if you're a business owner, you know that you do not have a lot of time for yourself and you constantly work. And the challenges and the hardships, like it's constantly falling on your shoulders and you have to make it work for yourself. No, if you don't have a boss, but if you don't do it, nobody else is going to do it for you. So how do you continue in that perspective over time and but make it work on a long-term basis? And you could be successful for 2 years, great for you, but like, what else are you gonna do? So if you're trying to be successful on a long-term basis and be happy about what you're doing, this is like, obviously I'm not saying that I'm successful in 4 of them, but I think that would be my version of success. Thank you so much, Caroline. So I think this opens up the floor to general conversation. As you can see, 4 very diverse entrepreneurs. What is something about the very concept of entrepreneurship that people might get, that may misunderstood? Like, is it over-glorified by the general public? Can people really know what entrepreneurship is unless you're an entrepreneur yourself? I would like to start with you, Michael. Je crois que les gens croient que l'entrepreneuriat, c'est les gens qui ont leur business, ils font de l'argent, ils sont chanceux, ils font leur propre schedule, ils sont capables d'avoir un 5 à 9 s'ils veulent, un 9 à 5. Mais la vérité, c'est qu'un entrepreneur, c'est 24 heures sur 24. Même quand tu dors, ton cerveau continue à fonctionner. Tu penses toujours au travail. C'est très dur de pouvoir disconnecter. L'important pour moi, j'ai revenu beaucoup à ma job de chef. Je suis toujours en train de travailler. Dans ma tête, j'ai presque jamais de pause. Si je ne suis pas au restaurant, je suis à la maison, je suis sur mon laptop. Si je ne suis pas à la laptop, je suis dans une conférence. C'est vraiment tous les jours, 24 heures sur 24. Beaucoup de gens chialent qu'on n'est pas souvent là pour nos amis ou pour la famille. C'est que je travaille. C'est un peu ça le ce qu'on fait que les gens ils croient qu'être entrepreneur c'est cool. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Il y a des affaires qui sont très bien aussi d'être entrepreneuriat. D'avoir sa propre compagnie, d'avoir ses employés, avoir ce respect qu'on gagne par les gens. Mais il y a beaucoup de travail qui se fait faire derrière tout ça aussi. C'est des heures de travail que les gens ne voient pas. C'est du travail que moi-même j'ai pas envie de show off aux gens. Si les gens le remarquent, tant mieux. Sinon, je le fais pour moi-même. C'est un peu ça pour moi. Je pense que mon parcours d'entrepreneuriat, j'ai pas choisi consciemment d'être entrepreneur, j'ai choisi de faire un projet qui me tenait à cœur. Et au travers de ça, je me suis découverte comme entrepreneur. Donc, effectivement, j'ai été confrontée à beaucoup en fait, c'était tout nouveau pour moi, le monde de l'entrepreneuriat. Donc, nous, on est entré vraiment dans presque toutes les incubations à Montréal, les incubateurs, les accélérateurs. Et au travers de ça, il y a vraiment cette culture de Silicon Valley, on va dire, au niveau des entreprises en démarrage qui nous disent on est les créateurs de demain, on est les innovateurs.
Puis oui, on nous met sur ce podium, en fait, on fait allez-y, mais c'est, selon moi, le travail derrière ce qu'on fait est tellement, le nombre de rejets, le nombre de noms, le nombre de critiques qu'on a eu avant de pouvoir avoir un oui et on croit en vous. Ce genre de scène-là est vraiment primordial pour que les jeunes, quand je parle de jeunes, je parle des jeunes professionnels, là, qui ont des idées, qui veulent partir des entreprises, et également tous ceux qui sont en innovation, de pouvoir poursuivre leur vision, parce que quand on crée quelque chose qui défait un peu le statu quo du système en place, que ce soit moi en culture, mais dans les autres industries, mais on se confronte toujours à des systèmes, en fait, dans lesquels on doit comprendre pour l'innover. Et au travers de cette expérience-là, c'est toujours cette question de est-ce que ce serait plus facile de juste suivre le système, parce que si je le comprends, je sais comment justement faire un gabarit, une façon, un modèle d'affaires qui puisse fonctionner, mais si ce modèle-là ne correspond pas à ma vision de pérennité, de ce que je veux voir dans le monde dans le futur, sur quels axes est-ce que je devrais travailler précis? Et c'est une question qui est très présente à tous les jours de est-ce qu'on a pour la facilité ou est-ce que je suis est-ce que j'ai tort de vouloir faire, est-ce que je peux tout faire toute seule? Quelle partie dans ce parcours que j'aurais accompli me suffirait pour me dire que j'ai contribué à ce que comme je veux dans la société? Donc, c'est des questions qui sont très confrontantes et parfois qui est vraiment au-delà de nous. Moi, ce que je suggère toujours aux gens, c'est entourez-vous. Entourez-vous de personnes qui, premièrement, croient en vous, mais qui sont là aussi pour vous dire la vérité, en fait, de ce qu'ils pensent. Mais il y a tellement aussi de personnes qui vont te dire leur opinion qu'il faut que tu sois aussi assez fort au centre de toi pour pouvoir savoir saisir les contextes dans lesquels ces personnes vont te dire les choses, pour pouvoir aller prendre les morceaux qui te soient utiles pour contribuer à cette vision. Donc beaucoup d'introspection à faire en tant que personne, dans ses valeurs, dans ses principes, mais également beaucoup de transversalité de ces réflexions-là sur l'entreprise, parce qu'au final, qu'une entreprise, ce soit nous, hein, que ce soit notre équipe, que ce soit les clients qu'on dessert, ça va prendre la personnalité de tous ces mélanges de personnes. C'est ça qui va en faire une force. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, on ne peut pas se détacher de la gestion de communauté, parce que sans une communauté, en fait, tu peux rien faire. Tu peux avoir la solution technologique la mieux design, mais ne pas être capable de la mettre en marché parce qu'il n'y a pas de réseau de soutien pour pouvoir rassembler une communauté qui croit en ton idée, en ta vision. Après ça, aller chercher les ressources pour pouvoir accomplir et peaufiner cette solution-là, c'est beaucoup plus simple quand tu as des gens autour d'une vision. S'il n'y a personne qui veut cette vision-là de futur, mettez tout seul dans la marée, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment bien s'entourer, puis c'est pas nécessairement s'entourer d'équipe, même si je suggère toujours de ne pas aller en entrepreneuriat toute seule, en une personne. Mais et les équipes peuvent changer aussi à travers le temps, beaucoup de relations humaines. Mais c'est aussi d'entourer de mentors, des gens, d'avoir cette attitude de chaque personne, je pourrais apprendre quelque chose. Peut-être un jour, peut-être pas aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 6 ans, ça se peut qu'une entreprise arrive à une solution qui fait en sorte que ton parcours est plus facile. Donc, vraiment, prenez soin de vos relations interpersonnelles, prenez soin de respecter les gens, respecter chaque personne a son expertise et son histoire. Puis c'est comme ça que je navigue, moi, en tant qu'entrepreneur, au travers de tout ça, sans avoir de préconçus en termes de hiérarchie ou de façon de faire. Parfait. Alors, je vais changer la ligne de questions. Tiffany, in this day and age, is the usage of social media essential to ensure success in the business? I feel like as a content creator, I have to say that it does help with the success of a business. I wouldn't necessarily say that it's the key to the business flourishing. It definitely is a powerful and helpful tool that businesses can use to significantly increase visibility and attract new customers. It provides an opportunity to reach consumers on a more personal and interactive level,
which can lead to authentic engagement and real-time feedback. And that can foster a deeper connection, for sure, with the audience. It can also build brand awareness, drive website traffic, reach your target audience. It's not the sole determinant of success, but I would say it's an indispensable tool in today's digital landscape that can greatly support and enhance your business's efforts. Yeah, for me, I'm going to talk in terms of a creative brand, which is what I'm most comfortable with talking about. But I would say that unfortunately, social media is kind of one of the only places where we can really showcase our the fact that we exist. I mean, it's almost, we are to a point in our society now where, like, if you don't have a social media presence, it almost feels like you don't exist. And I know that it seems kind of backwards, and it's not what most people really enjoy, but it's kind of the truth. I think that, say, Instagram has become just like a marketplace. TikTok might be like something that, I'm discovering, to be honest. I'm trying to be on it, but I find it really difficult because I'm mainly comfortable in the photography medium, and the video for me really throws me off because I can't, edit the way that I really want to edit my work with video, the same way that I'm able with photography. I think that with social media changing so much constantly, I find it really hard to harness and be successful in a way that you can really find your niche. You constantly have to change it, and it's a reality of it. But yeah, I really am curious to know where we're heading with social media, and if we're ever gonna get off it, or what's the next platform, really, as Instagram now is more and more just a place where you have to pay to just be seen. You might increase your followers, but nobody's gonna see your work if you don't pay for it. To be honest, that's what it is as a business. You have to pay for it. And I refuse to do so. I think that's social media started as a public square for democratizing communication amongst people around the world, and it was a beautiful idea to start with. But unfortunately, greed has constantly been in the way of, allowing people to thrive on the long term on these great ideas that just always turn out to be, marketplaces for others to profit from other people's work. Pour moi, je crois que les réseaux sociaux, comme dit avant, c'est très, très puissant. Moi, j'ai pu avoir la chance de passer à la télé durant l'émission Les Chefs l'année passée. Ça a vraiment boosté ma visibilité et ça m'a donné un peu beaucoup de contrats que j'ai pu faire d'ici les dernières années. Beaucoup des contrats, justement, ont passé sur les réseaux sociaux. Ça a boosté me faire connaître partout, tout le monde. Surtout moi qui est un chef, je faisais beaucoup de la cuisine gastronomique, un peu plus haut de gamme. On est connu dans le monde de la cuisine, mais dans la clientèle normale, je n'étais pas trop connu, jusqu'à récemment, quand j'étais un peu plus sur les réseaux sociaux, les gens commençaient à me connaître un peu plus. C'est là que j'ai pu pousser un peu mes sources. Finalement, je crois que c'est un beau aspect, c'est un beau tool to be used. Mais je crois toujours qu'un bon skill, qu'un bon produit t'amènerait plus loin. Les réseaux sociaux, surtout en cuisine, les gens utilisent ça, ils font beaucoup d'argent dessus. Mais est-ce que c'est bon? Peut-être, peut-être pas. Alors autant que tu as un beau réseau, pour moi je dis toujours que la cuisine c'est très facile. Faire un beau plat c'est facile. Mais le faire que ce soit bon, là c'est un peu plus difficile. Alors pour moi, en tant que chef, je dois trouver la balance entre les deux, que ça doit appeal à une clientèle qui utilise les réseaux sociaux, tout en prenant une clientèle
qui viennent pour manger pour eux. Brièvement, je pense que les réseaux sociaux, effectivement, aujourd'hui, c'est un incontournable dans le sens où ce sera jamais une nécessité. Là, je vais jamais pouvoir le fait que tu dois être sur les réseaux sociaux d'abord, comme on dit tous, c'est le produit qui est d'abord le plus important. Mais j'aurais ce point-là à amener vis-à-vis de tout ce qui a été dit, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se font sur les réseaux sociaux que les gens voient, ressentent quand c'est quelque chose qui est vrai, quand c'est quelque chose qui est transparent, qui est vraiment proche de la réalité. On a des publicités là, qui nous disent achète. Puis culturellement parlant, quand on parle de culture individuelle et d'entreprise, c'est très important. C'est une plateforme pour montrer en fait qu'est-ce qui se passe derrière la scène. Selon moi, c'est pas juste le produit, c'est quoi ton histoire derrière ce que tu fais, c'est qui la personne derrière, c'est qui l'équipe derrière, c'est quoi les valeurs derrière. Et c'est important de communiquer de façon authentique à soi et non de créer du contenu de réseaux sociaux pour aller pour se donner une image telle qu'elle. Et on a beaucoup appris, nous, avec un exemple très simple avec Galéa, c'est qu'on publiait beaucoup nos collections en ligne, donc tout ce qui est des œuvres d'une certaine thématique, et les gens, ils cliquaient, ils likaient, ils adoraient les œuvres parce que les œuvres parlent d'elles-mêmes. Mais à un moment, ce que ça nous a créé comme problème, c'est que nous, nos services principaux, c'est des expositions en physique. En fait, on offre des services d'exposition en physique. Et les artistes qui nous contactaient via les réseaux sociaux nous disaient, ils s'inscrivent sur la plateforme, puis on dit comme, quand est-ce que je vais vendre, puis on est comme, attends, dans un premier temps, créons ce réseau d'exposition pour rendre l'art plus accessible, et au fur et à mesure de ça, plus les gens te voient, plus tu vas avoir ce parcours-là. Donc, on n'attirait pas, en fait, la bonne idée de qui on était parce qu'on courait après les publications qui allaient rejoindre plus de public. Et depuis qu'on a fait ça, oui, on a perdu une partie des abonnés, mais ça a augmenté après ça au fur et à mesure de gens qui comprennent ce qu'on fait, qui sont là pour rester. Donc, la rétention des clients par l'authenticité est beaucoup plus importante que la quantité de clients que tu vas aller à Reach qui vont peut-être juste rester 2 secondes et pas comprendre ce que tu fais. So, Caroline and Tiffany, we briefly talked about, like representation, and especially you, Tiffany, you've been posting a bit more about your Chinese heritage, right? How do you leverage your cultural heritage and background in your work? And then Caroline. So I would say I do that by incorporating elements of my Asian, Montreal, Canadian identity into my content. And I really think it's important to emphasize on the Asian, Montreal, Canadian part because I'm half Chinese, half Vietnamese, but I'm born, raised, and currently living in Montreal. And it's not quite the same as those who have immigrated here or those who live abroad, or even those who live in another province than in Quebec. And I would say that my background deeply informs and shapes my perspective on social issues, and I use my platform to raise awareness about these issues. Whether it's about the ethnic cleansing in Gaza or Asian hate crimes that were on the rise during the pandemic, about mental health issues, like I deal with suicidal ideations, depression, anxiety, so I talk about those a lot on my platform. And I think it adds vulnerability, it adds depth into my content, and it makes me more approachable. And I think my audience just resonates more with that type of content. Like those who share similar experiences or want to know more about those topics. And the fusion of my Parisian aesthetic, it really pairs well with my cultural heritage, and it creates a unique blend that sets my brand apart. And I would say that this authenticity and vulnerability attracts a diverse audience and fosters a sense of community. So for me, my background is I'm French Canadian and Vietnamese,
And I grew up in Montreal. I lived in Hong Kong for 4 years, and I lived in New York after that for 10 years, and I came back. And there's also a part of me that actually don't speak Vietnamese. So I feel like I always sort of knew of my culture, but was never really a part of it because of the lack of language. And even if I have a huge Vietnamese family here, like I just feel like our family was treated a little bit differently because we were non-Vietnamese speaking, we were more white, and so it felt to me like I was never quite, comfortable in wherever I was, whether I'm in Quebec, like with Quebecois people, I'm not quite like them, and then in my family, I'm not quite like them either. So being biracial is always this like sitting between two different uncomfortable places. And I think that this, ultimately informs my work in the sense that I just always try to then do my own thing. I'm like, well, if I don't fit anywhere, then may as well just do my own thing. And I've always been a big, like pusher of, being on the fringe of how things are supposed to be made. So being self-taught in jewelry just like is a way for me to not make jewelry the way that like traditional jewelry is made. I started my business not having any sort of like business plan whatsoever. It was really just like an approach of me creating work that was like literally like a guttural response of like me trying to create something out of my body, and it just like became a business over time. I find that like a lot of say the models I've used over time in my lookbook, like I've always had some sort of like biracial backgrounds to them. It just feels like my brand needs to be my home, and it's like that place where I belong. And as I've created it, I think that I'm more and more comfortable with myself. And I guess it's just been a journey. I've never really implemented like specifically Vietnamese things in my work, but I think that like inherently my biracial experience has definitely, informed the decision making I've been, exploring throughout my life. So on the topic of Asian identity, living in Montreal is a unique experience because like Montreal is different than the rest of Quebec because it is so metropolitan. How do you see yourself? Like if somebody asks you where you come from, who are you? How would you answer? Like are you Montrealer, are you Quebecois, are you Canadian? And do you ever have a clash of worlds where you have your Asian heritage and it clashes with the realities of Montreal and Quebec? I can answer that. I feel like I definitely always said I was Montrealer, even when I lived outside of Montreal. I always was the first thing I would say. And especially when I lived outside, people were very confused at me saying they're like, but where are you really from? But also within Quebec, I think that it's important to me to say that I'm from Montreal because there is that identity of being surrounded by a diverse community. I see a lot of my friends who are just wanting so badly to go and live in the countryside, but there's a part of me that truly I don't think I could belong on the countryside. I don't think I would find community the same way that I find community in Montreal, whether it's within the Asian community or even just any other marginalized community that I find really nourishing for my day-to-day life. So yeah, Montreal it is. Je pense que l'identité, c'est une question qui évolue aussi beaucoup dans le temps. Donc, il faut se laisser vraiment la place à la capacité d'évoluer, de redéfinir, d'ajouter des éléments, de réfléchir.
Moi, dépendamment des périodes dans ma vie, des fois je me sens plus montréalaise, des fois plus québécoise. Là, je suis comme au Canada, dépendamment à qui je parle, dépendamment de c'est quoi les circonstances. Mais également, j'ai prêté attention à des périodes différentes un peu plus intensément sur chacune de ces identités pour aujourd'hui être juste un ensemble de tout ça. Donc, je pense que l'une des raisons pourquoi je voulais aller en art et faire diffuser de l'art et voir comment on peut organiser des expositions justement collectives qui ont plusieurs artistes à la fois, des mêmes œuvres en parlant des mêmes thématiques, c'est qu'il y a cette idée de... J'avais toujours l'impression qu'il fallait que je choisisse en l'un ou l'autre. Le fait d'être entre deux chaises, le fait de ne pas appartenir à l'un ou l'autre de ces communautés, c'est vraiment quelque chose qui est revenu beaucoup avec mes amis, avec les gens qui ont plusieurs identités culturelles. Et je me dis, comment est-ce qu'on a le droit, en tant que personne, d'exister dans toutes les facettes et proportions de chaque élément qu'on décide de prendre pour soi, qui nous convienne, qui nous convient. Donc, tu es capable de le mettre en morceaux au niveau casse-tête, toute cette identité-là, et de lui permettre la place pour évoluer au travers des temps. Je pense qu'il y a une notion qui dit que les enfants, en psychologie, les enfants au début qui naissent dans des familles bilingues, par exemple, ou plusieurs langues, ils ont plus de difficultés au début à parler, à savoir utiliser les bons mots puis à se retrouver. Sauf qu'à un moment, lorsqu'ils ont maîtrisé à partir d'un certain âge, c'est plus facile pour eux d'apprendre d'autres langues parce qu'il y a cette intégration. Donc, je pense que la question d'identité en entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est que oui, je suis confrontée souvent à des conflits, surtout communicationnels, parce que c'est pas les mêmes communautés qui comprennent ce que je dis. Il y a des fois où je parle, puis je parle en mode philosophique, puis on me regarde avec des grands yeux. On comprend pas ce qui est... Mais moi, je suis comme, c'est important pour moi. Ça, c'est la façon que, je pense que mes parents m'ont toujours appris à réfléchir, c'est de ne pas sauter des tables, de vraiment approfondir le sens du détail. Ça vient vraiment de mon éducation chinoise avec mes parents, d'une famille à l'autre, c'est différent. Donc, comment est-ce que cette consolidation-là de l'identité va se faire dans le temps, c'est de lui faire confiance qu'elle va arriver. Il y a des conflits, puis surtout d'idées de communication, puis je vais m'ajuster, je vais travailler d'un côté, mais je vais aussi faire confiance à ce qu'au travers le temps, à force de répéter, les gens vont aussi intégrer les pensées de venir faire le pas également vers moi. Puis c'est un travail de collaboration, en fait. Et une des façons que je pense j'ai trouvé de faire ça, de ne pas parler en mode cette identité versus l'autre identité, c'est quand on va faire, par exemple, des expositions pour certaines communautés. Donc, on a déjà fait des expositions. Pardon. Par exemple, avec Rep Matters, pour les communautés de descendance afro-américaine, ou avec Festival Café Montréal, on a beaucoup parlé de ces idées-là. Comment est-ce qu'on peut parler d'identité sans exclure les gens, mais en les réunissant, en faisant rayonner? C'est au travers de la diversité, tout simplement. C'est laisser le droit aux gens de parler de leur version du parcours, de l'histoire, de leur expérience avec ces thématiques-là, et de rassembler ces différentes versions pour donner un portrait global de voici qu'est-ce qui existe. Donc ça, et cette façon-là, c'est tellement bien reçu parce que ça devient un processus d'immersion, ça devient un processus de faire rayonner, de donner de l'importance à chacune de nos identités, et on évite de pouvoir être en mode revendication, parce que pour moi, être activiste, c'est être capable de réunir les gens autour de soi et de poursuivre la discussion. C'est d'atteindre les gens d'abord, ouvrir et avoir des safe spaces pour pouvoir discuter de ces éléments-là. Et ce que je représente vis-à-vis de ça au travers de mon propre travail, c'est des fois, c'est au quotidien des choses qu'on doit travailler sur la façon de percevoir. Est-ce que c'est une différence culturelle dans cet élément-là ou dans ces décisions dont on n'est pas d'accord? Est-ce que c'est un élément plus de connaissance, de circonstances? Fait beaucoup de réflexions constamment. Puis c'est pour ça, je pense, quand tu dis que c'est 24 heures, c'est pas juste 24 heures sur comment je vais grandir cette entreprise, c'est 24 heures sur qui suis-je et comment est-ce que je vais me retrouver dans ce parcours-là, et qu'est-ce que je dois faire maintenant versus qu'est-ce que je dois remettre à plus tard
avec les ressources que j'ai pour pouvoir avoir un chemin le plus étroit et conscient possible de mon parcours, pour ne pas perdre de vue justement ces petits anciens et finir changé par le cours des choses. Puis ça, je pense que c'est n'importe quel entrepreneur que j'admire a vraiment cet élément-là, c'est-à-dire la capacité de soutenir au niveau de son identité à travers le temps. Parce que c'est un clin d'œil, c'est facile en un clin d'œil, se retourner, puis t'es plus la même personne qu'il y a 10 ans. Pour moi, même chose. En fait, moi, j'ai un petit mélange aussi. Je suis un mélange de viande chinois et japonais. L'identité, je suis né à Montréal. Souvent, les gens me demandent t'es quoi? Je réponds juste je suis canadien. Je suis canadien, je suis né ici, je suis fier d'être canadien. Je suis jamais retourné encore au Vietnam ou en Chine. Je suis allé au Japon récemment cet été. Un choc culturel, mais il y avait comme un sentiment de je suis à la maison. Même chose pour le Vietnam, souvent j'entends des gens qui viennent du Vietnam, j'ai de la famille qui vient de là. Quand ils débarquent à Montréal, c'est un gros choc culturel pour moi. Autant que je parle vietnamien, je comprends peut-être la moitié de ce qu'ils disent. Alors j'ai comme cette peur à l'intérieur de le jour que je retourne au Vietnam, est-ce que je suis capable de m'adapter ou est-ce que je suis capable de comprendre ce qu'ils vont dire? C'est un peu cette peur. Autant que je comprends mes parents me disent aussi qu'au Vietnam c'est complètement différent. Le langage parlé là-bas ou bien la vie qu'ils vivent là-bas est tout à fait différent de ce qu'on nous vit. J'ai pu rencontrer plusieurs gens qui sont des international students aussi, qui viennent à Montréal pour étudier. Et même chose, j'ai jamais réussi à avoir cette connexion avec eux. C'est très différent pour les gens qui ne connaissent pas ça. Une personne qui est née à Montréal, une personne qui est née en Asie. Autant que nous deux, on est asiatiques, il y a cette ligne qui nous diffère. Peut-être le culturel, on est né ici, on apprend la vie canadienne, autant en gardant nos bases de l'Asie que nos parents peuvent nous éduquer. Il y a toujours cette ligne qui dit c'est qui? Mais en grandissant, j'ai toujours pensé, je crois que je n'ai pas besoin de savoir qui je suis, je vais découvrir avec le temps. Pour l'instant, ma version, c'est je suis canadien. So for me, I would say that being a Montrealer and Quebecois Canadian, they're so intertwined and interlinked for me that I can't really separate them, and I would say that I resonate with each and every one aspect. And I would really say that it really means to embrace a rich tapestry of cultural influences and values. It's about celebrating diversity, fostering inclusivity, appreciating the unique blend of English and French cultures, as well as combining it with other ethnical backgrounds that we have in Montreal. And I think that combined really defines not just Montreal, but Quebec and Canada in general. I would say that my Asian heritage is an integral part of my identity, and it fits in the picture of highlighting the cultural diversity that is found in Montreal, that Montreal really prides itself on. And it allows me to bring like a very unique perspective to my work and connect with the broad audience. So I want to thank each and one of you, merci à tous d'avoir été présents pour cette discussion vraiment passionnante and a very engaging discussion. Do we have time to take maybe one question from the crowd or two? A few questions. Merci beaucoup. Vraiment un merci chaleureux. Thank you very much for exactement ça. Être direct. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais quand on parle de culture, when we're talking about culture, there is the knowledge, there's the experience, there's the traditions, there's the values. But what you're transmitting here is the emotions. Ce que vous transmettez ici, c'est l'émotion. Puis ce que vous faites ici, là, c'est incroyable. So, pour tous les Asiatiques de cœur ou de nature, ou un huitième chinois, un cinquième vietnamien, peu importe,
On vous remercie beaucoup. Je vais terminer avec une question ou deux. Oh, on a une question. Bon, si tu peux te présenter, Diana. Hi, I'm Diana here. So my question, a question to all of you. So all of us now we have side businesses and we're all trying to be entrepreneurs. But what is it that one thing that made you take that leap? Un jour, le founder de It's Better BA, il m'a dit, j'ai cette idée, je crois que tu vas aimer ça. J'ai embarqué dessus, je suis allé faire un meeting avec lui, et super skeptical. Mais je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je devrais essayer. À ne pas rester dans ma bulle, genre, faire mon deal live. Je crois que je suis à l'âge que je change un peu ma routine, que je m'essaye. Finalement, si ça ne marche pas, je ne perds rien là-dedans et que je peux toujours apprendre de ça. Moi aussi, je suis allée avec une idée, j'ai rien à perdre, mais finalement, un coup à perdre aujourd'hui. Moi, ça a été vraiment le fait que on avait eu notre premier break comme entreprise. Je faisais plein de choses à côté aussi. Donc, j'étudiais en même temps, puis j'ai tout lâché parce que c'était notre break, puis je croyais que je pouvais faire ça pour le restant de ma vie et vraiment gagner une vie au travers de ça. Donc, on a eu notre, je pense, subvention du ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui était un premier cachet qui nous a permis de vraiment plus être à temps plein sur le projet dans mon équipe. Mais c'était surtout ce sentiment de, une fois que j'ai commencé à le faire, même si j'avais pas de gabarit sur comment organiser l'entreprise, comment le manage, je savais que j'avais du fun à le faire à tous les jours. J'avais envie d'aller au bureau pour travailler dessus à tous les jours. Et à chaque jour, je suis comme, il y a encore tellement de travail à faire. Donc, ce sentiment-là a été vraiment, je pense, le point qui m'a permis de faire le saut. For me, it's also been sort of kind of naturally came together. For the longest time, I was just a jack of all trades. I was a freelancer. I never really held a real job, I think, before, always like jumping from one project to the next. And the moment that I decided to sit down and really think about like what did I really want out of my time, I just realized that I was sick of working with others on a project that would never be able to like find like the end. Like I could never like fully see it to the end, and I wanted to see what it would look like if I just took on a project of myself, and like what would it look like if I had total control over everything, and just let's see what it looks like. And when I created my first collection, I was so excited to get to do a first photo shoot with some friends. It was like a super fun project, and I immediately got interest after that, and I think I just got hooked, and I finally felt like I was not just like a headless chicken trying to go in every direction, like wearing all the hats. Like I end up still wearing so many hats in my position as a business owner and as a solo person, but at least I do it in a focused way, and it's just like so rewarding to see what your vision can bring to fruition, and to have been able to do this over time is just like pure luck, I think. I would say the same. I was starting my career as a content creator when I was still in school full-time, and the pandemic hit, and I'm really happy that I could go back to school, and I took a leap of faith and decided to try this out, and now it's been 5 years, and I still love it, and I hope I'll still love it in the next 5 years to come. Awesome, merci beaucoup. Voici peut-être une question encore. Est-ce que quelqu'un qui a une question? Oui, you have a question. Please present yourself and ask. Hi, my name is Dave. I just started my own brand this year, so I started my journey of entrepreneurship. So my question for you is,
what is this milestone that you achieved for you to say, okay, now I have established my ground, now I feel comfortable in what I'm doing? And if you remember, how long did it take you to achieve that stage? I think for me, it would be shortly when I realized that I could make a full-time salary just by doing what I love, and to be able to truly sustain myself and pay my bills, and not only just pay my bills, but help my parents pay their bills. I think that's very validating in your time and your effort in doing what you love. And I think that was the light that turned on for me. So I have been doing this for 9 years, and I have always worked so hard, and to be honest, it's not easy to continue having a business and trying to like fully feel financially like even with what you're putting out there, and feeling like you can actually make a good living and feel comfortable. To me, I feel like it almost took 5 years, to be honest, to really feel like I was on solid grounds. And weirdly, that was because of the pandemic. During the pandemic, a lot of small brands and designers locally were really put to the fore, and a lot of support from Montreal and just people who wanted to support small brands really rallied together and helped us really be visible for the first time. And social media definitely helped us through that, as everybody was on social medias at that time. And so yeah, it's kind of sometimes there's just like events like that will happen, and I'll like make it work. But there's really no like perfect recipe for how to achieve this. It's truly like a journey you're going to be taking for yourself, and it's just like what I could just say is just be ready to be lucky, and be ready to take that chance when it comes, and when it does come, you're gonna grab it. And I think that's where luck comes in. It's not just like being dumbly like given something. It's like to be prepared for your opportunities. For me, I think it's the moment my parents was proud of me. It's since 5 years when I opened up Better. And then going to the cooking industry, my dad was a little bit against it. Wanted to be engineers after all this money maker. So I think the moment I started making money in my business, that's when my parents were like, alright, he can go out, he got a job, I wouldn't say like I'm rich. I wouldn't say I make a lot of money, but I do make enough to make my parents proud. I think related to your question, and I'm not sure if you speak, so I wanted to answer really correctly. For me, it's always a different thing throughout the process. Like the milestones, you can not see them go by. I have my partners who always are reminding me because I'm so focused on working, producing. To take a step back, like, do you realize, Lindsay, that we've just accomplished this? 5 years ago, like, we wouldn't have thought we would be here today. And these are elements that you have to decide for yourself. And now I'm integrating them into my workflow, so in my own perspective and vision of myself as a person beyond the business itself. So I would say I can't wait for the day that I will be able to take 2 weeks vacation without having to check my phone once. That would be a milestone for me at some point. And so I keep them in mind and I list them up, and once I get there, I'm like, oh, it's happening. So it's really up to you too, because it's a never-ending journey. If you're into this, there's always a place to grow, there's always something to do, but you have to make those points, those shift points yourself, decide what they will be and what your life will look like in harmony with what you do. Hope this answers. Alright, je voudrais vous présenter, je ne sais pas si est-ce que vous connaissez Saber? Non?
Sa mère, c'est le directeur adjoint de Payment Market Montréal. Si vous voulez des passes, il a une question. On a parlé trop, passé proche, un peu présent, mais on va se projeter un peu dans le futur. Il y a deux choses que j'aimerais vous demander. Là, vous êtes très jeune, vous êtes très vieux, notamment à bout de la retraite. Est-ce que vous voyez faire ça toujours? Je vois que vous avez un peu de soucis dans life balance ici et tout. Est-ce que cet effort-là que vous déployez, vous êtes toujours capable de garder, de vous projeter dans le futur avec les efforts énergiques que vous avez? La deuxième question est plus à l'aspect technologique, avec ce qui arrive, l'avènement de l'intelligence artificielle. Comment vous projetez, vous, dans certains artistes, créatifs, où est-ce que vous avez la menace et comment vous allez vous adapter à ça? I don't even know which question to answer first. I am so lucky to be able to do what I love every single day, even though sometimes it can be psychologically overwhelming because I put so much of my life online. But I do think that this is something I will be going to do in the near future at least. There's so many different ways that you can create content. There's so many different platforms. And I enjoy it so far. I think once I stop enjoying it and once it becomes more of a burden, then that's when I will stop. And then in terms of AI, that is a big question. As not just as a content creator, but as a woman myself, it's a very, very scary tool out there. And I know it can be very helpful at times. But I don't know. I have no idea. I have no answer to that question except that it's very scary. If I see myself doing this for a long time, I ask myself that question every day. Like I have a hard time, or no, rather, I ask myself this question every day, and I try to project myself constantly. However, I can never really see what's in front of me, and I think I prefer it that way because it helps me make sure that I'm just like ready for any eventuality. For me to have such a specific idea of where I want to be in the future, it would just like frame in such a limited way how I can, like where I can grow and what I can become. So yeah, I could be doing so many things, and I think about trying to do different things constantly. But I think I do falter back to where I am because I am in a comfortable place. But if the day that I would be in a less comfortable place, I might just want to jump into something new. And I'm a very curious person, so I kind of would love that for me. But I'm not until that moment. And for AI. It's a really interesting question. I think that specifically to my work, because I work in such an artisanal medium, I'm not really scared for the actual product that I'm bringing forth. I think there's always going to be like a value to handmade object as humans. Even though, like, you know, robots and AI might one day try to create that, but we already know how, like, mass-produced, machine-made, like, say, jewelry never quite, you know, resemble whatever has been, like, truly handmade. So there's still going to be a value, I think, in that. And so I feel like I'm still in a good position. And maybe it could be helpful one day, I don't know, maybe creating visuals and things like that. So I could be excited about it. Pour moi, je crois que la cuisine va toujours avoir une place dans mon cœur. C'est quelque chose que je vais toujours faire. Je me dis toujours que je me donne comme âge de 35 ans pour avoir fait tout ce que je voulais faire. Et pouvoir l'impact et avoir les restaurants rouillés, les business qui roulent. Mais me connaissant moi, qui est un robot worker, je vais toujours en cuisine. Je vais toujours sur le milieu à travailler, autant au restaurant ou dans mes compagnies. C'est une job de passion. Être cuisinier, c'est toujours été ça.
le job, tu dois avoir de la passion, tu dois aimer ça pour pouvoir être à l'intérieur. Pour le AI, c'est connu dans le monde de la cuisine que AI commence à prendre la place. Mais personnellement, je trouve qu'un plat fait avec amour et passion ne va jamais se faire place par AI. Surtout dans le domaine que je suis, qui est le plus la gastronomie. La cuisine évolue toujours. On va toujours aller plus loin. Une création faite par une personne qui a de la passion, qui mange, qui veut découvrir, on va jamais se faire. De ma part, je pense que je me suis posé souvent les questions, surtout dans les moments les plus difficiles où il fallait prendre des décisions de virage, il fallait décider est-ce que l'entreprise continue à travailler dans ce sens-là où on fait vraiment tout pour la restructurer et s'adapter. Donc, c'est des questions qui me viennent souvent. Et ce que j'ai compris, c'est en fait, auparavant, ma rhétorique, c'était est-ce que j'appartiens dans cette industrie-là, mais maintenant, ma rhétorique, c'est est-ce que j'ai envie de le faire? Donc, la transition, je pense, est-ce que je vais avoir toujours la même énergie? Non. En 5 ans, je vois déjà un déclin d'énergie en termes de qu'est-ce que je suis capable tous les jours. Il faut que je mette en place des routines pour pouvoir être capable de curer mon énergie selon les types d'événements, parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu es en administratif devant un ordinateur, puis à un autre moment, tu es devant un panel, et à un autre moment, tu es devant des investisseurs, puis c'est vraiment, ça prend beaucoup de flexibilité mentale, et je trouve qu'au travers de ces 5 ans-là, en faisant ce type de travail, ça a augmenté les compétences transversales dans tous les autres aspects de ma vie. Donc, quand on parle de, par exemple, balance, équilibre vie et travail, pour moi, ça a été, j'avais moins de temps, effectivement, mais j'avais plus de qualité dans les moments que je passe. J'étais plus présente parce que ça devient plus rare. Donc, j'ai augmenté, en fait, le ratio de rapport et de connexion que j'ai avec mes amis, avec ma famille, et ainsi de suite, au travers de toute cette expérience. Donc, comment est-ce que la façon de faire, c'est pas toujours travailler fort, c'est pas toujours travailler plus, c'est de travailler mieux, plus intelligemment. Et au travers de temps, à un moment donné, après 5 ans à faire la même chose, éventuellement, tu trouves des moyens de pouvoir optimiser vraiment ce que tu fais. Je me suis remise, parce que je suis artiste de base, et quand j'ai commencé ça, j'ai délaissé un peu mon travail d'artiste pendant 5 ans. Je me suis remise à faire de l'art. Je me suis remise à écrire des poèmes, je me suis remise à faire plein de choses. Aujourd'hui, je trouve le temps parce que ce sont des choses qui sont vraiment importantes pour moi. C'est tout important pour moi d'aimer ce que je fais parce que le parcours, il va toujours avoir la prochaine chose. Donc aujourd'hui, comment je peux équilibrer et s'il y a besoin d'ajuster l'équilibre au fur et à mesure, je le fais. C'est comme ça que je vais y arriver. Donc je ne sais pas demain qu'est-ce que je vais faire, mais je sais que je vais être toujours consciente de ce rapport-là de où je suis aujourd'hui. Vis-à-vis le AI, super intéressante question en art. Je suis très positive par rapport au futur, dans le sens où je pense que toute transition sociétale avec les nouvelles technologies, ça prend un moment, ça prend de la discussion pour comprendre où est-ce qu'on se situe, comment on l'utilise. Ça a été ça avec toutes les grandes transformations technologiques à travers le temps. Ce que je fais par contre, c'est, je pense pas que l'aspect humain plus émotionnel puisse être remplacé. On parle de l'art comme un artiste va mettre ses émotions, sa perspective sur une œuvre. Il veut travailler avec du matériel, du voir physique ou numérique ou technologie qui existe. Et cette idée-là, c'est ça en fait qui se traduit en une formation visuelle. C'est ça le produit en fait de l'artiste. C'est pas juste l'objet physique de l'œuvre. Donc, il y a des marchés aussi, on a vu à travers le temps où c'est extrême automatisation jusqu'à ce que les gens ont un retour vers ce qui est fait à la main. Donc, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais il faut savoir saisir les outils pour pouvoir s'adapter aussi et réfléchir sur ça ensemble. Puis on a vu avec, par exemple, les NFT ça fait fureur pendant un moment. Mais au moins, moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens ont commencé, les gens qui ne s'intéressaient pas à l'art ont commencé à s'intéresser à l'art. Donc, il y a toujours du positif à trouver, puis je pense que c'est notre devoir de société d'être conscient des potentiels du développement pour pas qu'on finisse comme dans Black Mirror.
mais de toujours de voir comme c'est quoi, comment on peut l'utiliser pour le bien, pour le mal. Sur ce, on va clore la table ronde. Merci à nos 4 panélistes. Thank you so much for being here. Bel round d'applaudissements. Oui. Merci beaucoup, Lindsay, Michael, Caroline, Tiffany et le présentateur Timothy. OK? Merci beaucoup. So thank you so much. And as you saw, like there's more conversations to be had. I think that's the whole point of this speaker panel. I think there's a lot of like we started the conversation of entrepreneurship about Asian identity. Right now, we're gonna go to the town bar right behind you for a networking event hosted by Aziazi and by YCPA, and you have the chance to talk personally with our panelists. We also invite the panelists from the 1 p.m. panel to join us if you can hear us, and we'll see you at the bar. All right, thank you. Merci beaucoup.